Bon, je commence avec une définition. Le gestionnaire de réseau, c'est le responsable du développement du réseau de distribution, de garantir la capacité à long terme et à satisfaire à une demande raisonnable de distribution d'électricité. Bon, les missions et valeurs de Creos, c'est entre autres d'assurer de manière fiable le transport et la distribution d'énergie sur les réseaux d'électricité et répondre à l'évolution de la demande d'électricité. Donc, la sécurité d'approvisionnement ainsi que la fiabilité des réseaux d'énergie sont au centre des préoccupations de Creos. Donc, ceci est valable, bien sûr, pour la distribution classique, mais également pour l'électromobilité. Le prochain slide, on voit l'évolution prévue des véhicules électriques pour atteindre les objectifs du Luxembourg selon le PNEC, le Plan national de l'énergie et du climat. Là, il y a 3 scénarios. Il y a le scénario de référence, un scénario assez modéré, indiqué en bleu. Il y a le scénario sur base de l'étude Rifkin, en orange. Et il y a le scénario cible, indiqué en vert, juste pour atteindre les objectifs selon le PNEC. Si on regarde maintenant aujourd'hui les immatriculations actuelles à fin juillet, on voit qu'on se trouve bien sur le scénario cible. Bon, ceci sans garantie toutefois de l'évolution future des immatriculations, mais nous, en tant que gestionnaire de réseau, on doit quand même se préparer à pouvoir raccorder ce qui est prévu. Puis, il y a encore les exigences de l'Union européenne aux constructeurs automobiles en tant que réduction des émissions en CO2. Comme vous savez, il y a jusqu'à 2030, ça fait jusqu'à une réduction jusqu'à 50%, voire à 2035 jusqu'à 100%. Maintenant, je vous montre des scénarios à long terme de l'Allemagne pour la transformation du système énergétique basé sur 3 scénarios. Une fois un scénario électricité, un scénario carburant synthétique et un scénario hydrogène. Bon, là, vous voyez que dans le scénario électricité, l'électromobilité joue le rôle le plus important, représenté ici en jaune et en orange. Également dans la partie, dans le scénario hydrogène, mais même dans le scénario carburant synthétique, il est quand même encore assez important. Pour les véhicules utilitaires légers, pareil comme pour les utilitaires moyens, la demande d'énergie électrique est assez importante dans les 3 scénarios. Si maintenant, pour les poids lourds, on voit que dans le scénario électricité, bon, il y a encore beaucoup d'électromobilité, et dans les scénarios 2 et 3, le carburant synthétique et l'hydrogène, elles restent quand même assez importantes. Bon, la question que chacun va se poser, est-ce que les réseaux électriques ils vont s'effondrer? Est-ce qu'on est prêt pour suivre cette évolution? Bon. Si on regarde maintenant un peu plus en détail les objectifs du Luxembourg pour la transition énergétique et les conséquences sur le réseau électrique, on a, si on regarde en détail, la consommation. Aujourd'hui, avec les quelques 6700 voitures électriques, bon, la consommation, ça fait 0,3% de la consommation sur notre réseau. En 2030, avec quelques 300 000 voitures, ça fait déjà 11%, et en 2040, on aura 18%. Bon, ça ne posera pas trop de problèmes. Si maintenant, on regarde par contre la charge au réseau, on voit que là, déjà, bon, aujourd'hui, la charge est négligeable avec les quelques voitures au réseau de tension. Si maintenant on regarde en 2030, elle fait déjà 42% de la charge maximale de notre réseau. Et en 2040, ça fait 54%. Donc, on voit bien qu'avec une augmentation modérée de la consommation, la charge au réseau va plus que doubler. Maintenant, si on ajoute encore les prévisions en production, qui en 2040, ils sont jusqu'à 7 fois plus importants qu'aujourd'hui. On voit que là, aujourd'hui, on a une charge pour la production de 38% de la charge maximale de notre réseau. En 2030, on est presque à 100% et en 2040, on sera environ de 126%. Donc, ce n'est pas la consommation qui pose le problème, c'est vraiment la charge au réseau, c'est le problème qu'il faut résoudre pour bien réussir la transition énergétique. Bon, qu'est-ce qu'on fait?
L'année passée, on a présenté le projet 380. C'est la nouvelle liaison en très haute tension entre l'Allemagne et le Luxembourg. Sur la haute tension, on est en train de préparer le switch du 65 kV au 110 kV. Aujourd'hui, principalement pour pouvoir permettre le raccordement des éoliennes qui sont actuellement prévues au nord du pays, mais les autres parties du pays vont suivre. En moyenne et en basse tension, on fait les renforcements locaux là où ils ont besoin. Et bon, on est en train d'élaborer des études d'analyse de l'état actuel, beaucoup plus détaillées qu'aujourd'hui, et même prévisionnelles, par exemple, dépendant de la météo. On fait des calculs réseau dynamiques. Bon, on doit donc inciter les gens à une utilisation intelligente du réseau tant qu'on n'a pas fait tous ces renforcements. Il faut augmenter l'offre en flexibilité, par exemple. Il faut rendre les réseaux plus intelligents. Maintenant, je vous affiche là une courbe de charge du photovoltaïque sur une journée ensoleillée. On voit que le matin, avec le lever du soleil, la charge elle monte. On a été au maximum pendant les heures de midi. Et vers la soirée, avec le coucher du soleil, ça diminue. Si maintenant, on y affiche également la courbe de charge du réseau Chargy, je vois qu'en grande partie, ça correspond jusqu'à début de soirée. Là, lorsque le soleil se couche, il y a quand même une deuxième pointe pour l'électromobilité. Si maintenant, on affiche encore un monsieur X qui retourne de son travail à la maison, il branche sa voiture électrique, et pour la charger pendant la nuit. Bon, c'est ça ce qu'il faudra éviter. Sinon, on aura des problèmes et on risque un délestage de l'infrastructure de recharge pour ne pas surcharger le réseau. Bon, quels sont les défis pour le réseau électrique, l'infrastructure? Bon, on a le défi du temps. Il faudra aligner la consommation à la production. On a le défi du lieu. Il faudra également essayer d'aligner l'emplacement de la production avec là où il y a le plus de consommation. Puis, on a le problème du time and place. J'ai écrit « not all at the same time and place ». Il faudra éviter que chacun veut charger sa voiture électrique en même temps et au même endroit. Bon, donc notre thèse, nous avons besoin d'une électromobilité forte pour réussir la transition énergétique, et ceci moyennant la création de stations de recharge intelligentes au lieu de travail. Merci pour votre attention. Merci, M. Peters. Je rappelle aux internautes qu'ils peuvent poser leurs questions directement au départ de chez eux. Une première question qui m'interpelle pour M. Peters. M. Peters, effectivement, on doit pouvoir produire suffisamment et la demande elle ne risque pas, elle sera de plus en plus forte au fur et à mesure des années. Ne pensez-vous pas qu'on recherche la production d'électricité verte, l'électricité verte qui est majoritairement produite par les éoliennes et les panneaux solaires? On sait très bien que quand il n'y a pas assez de vent, l'éolien ne fonctionne pas. Quand il y a trop de vent, l'éolien ne fonctionne pas non plus. Le panneau solaire, alors je ne vais pas vous prendre comme exemple l'année 2021, ça a été la plus mauvaise sur le plan de l'ensoleillement. Ça pose également problème. Est-ce que tout ça ne risque pas de se retrouver un jour en situation de ne plus savoir produire pour effectivement alimenter tous ces véhicules liés à l'électromobilité? Bon, pour nous, la production, ce n'est pas la seule solution. C'est pour ça qu'on doit également investir dans les réseaux. Il faudra renforcer les réseaux, renforcer les connexions avec, principalement l'Allemagne pour avoir le plus d'énergie possible. Mais la production, c'est une partie de la solution. Tant que la production fonctionne, c'est OK. Et c'est là qu'il faudra également profiter de charger les voitures, parce que les voitures électriques, ça représente une grande batterie. Il faut absolument en profiter pendant les heures de la production maximale pour les charger. Alors, on veut absolument assurer une bonne transition. On le sait, je l'ai dit dans la présentation, on doit pouvoir évoluer dans le bon sens. Ne risque-t-on pas
d'aller tirer de l'énergie sur une production allemande, par exemple, qui serait de l'électricité qui serait produite au départ de centrales à charbon, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, on n'a rien gagné sur le plan évolution. Oui, bon, la consommation, c'est pas tout à fait mon métier. Moi, je suis gestionnaire de réseau. Chaque fournisseur peut transporter son énergie sur notre réseau. C'est pas moi, à Créos, d'acheter de l'énergie verte. Nous, on doit mettre à disposition une infrastructure pour les fournisseurs d'énergie. Monsieur Peters, merci. Je pense que Monsieur le ministre Claude Turmes a probablement pas mal d'éléments à nous présenter aujourd'hui et éléments qui vont nous permettre probablement de se rassurer. Monsieur Turmes, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci à l'ACL pour cette initiative. Peut-être pour rebondir sur votre dernière question. Donc, c'est quoi la situation électrique dans cette partie de l'Europe? Le Luxembourg fait partie d'un ensemble plus large qui est le marché électrique France, Allemagne, Benelux. On appelle ça le marché pentalatéral. Et dans ce marché, il y aura en 2030 70%, voire plus d'électricité renouvelable. Parce que tous les pays investissent massivement dans le solaire, dans l'éolien sur terre, mais surtout aussi dans les grandes éoliennes en mer. Et ça, combiné aux hydroélectriques existants, en Suisse, en Autriche, un peu en partie en Scandinavie, en fait, ça va faire un mix qui sera déjà très vert à l'origine pour alimenter les voitures électriques. Et je crois qu'avant d'aller dans tout ce qui est recherche, et peut-être que vous pouvez mettre mes slides, il faut comprendre la voiture électrique, elle est 3 à 5 fois plus efficiente que la voiture diesel ou la voiture essence par sa technologie. Donc en fait, la voiture électrique, le besoin en énergie d'une voiture électrique, il est moindre de 3 à 5 fois comparé aux voitures fossiles qui existent. Et donc, il n'y a pas de problème de volume d'électricité à mettre en place. Le problème, il est à quel moment est-ce que la recherche a lieu, et de là, toute l'importance que nous mettons au niveau national dans notre politique, mais aussi chez Créos sur l'intelligence. Je vais en revenir. C'est pour ça aussi qu'on donne des subventions plus élevées pour des systèmes intelligents de recherche. Avant de venir là, donc peut-être rapidement, pourquoi l'électromobilité et la mobilité zéro carbone, parce qu'il faut aussi voir que sur certains transports, il peut y avoir de la mobilité hydrogène. Pourquoi c'est particulièrement important pour le Luxembourg? Là, vous voyez en fait les émissions de CO2 pour le Luxembourg. C'est atypique parce que dans la plupart des pays, en fait, l'électricité, industrie, électricité, c'est plus, et le transport, c'est moins. Donc, dans tous les pays d'Europe, c'est 30% de transport. Chez nous, c'est 60%. Parce qu'on est un carrefour, notamment au niveau du transport de marchandises, mais aussi parce que, en fait, il y a 200 000 frontaliers qui viennent travailler dans une économie très dynamique. Donc, le seul moyen pour nous d'être vertueux sur le changement climatique, c'est vraiment d'accélérer la mue des véhicules fossiles vers des véhicules zéro carbone, et la technologie dont nous disposons aujourd'hui, c'est la voiture électrique. Donc là, pour le détail, donc vous voyez les émissions de CO2, ça c'est le bleu clair des dernières années, très influencé par est-ce qu'il y avait plus de ventes aux camions ou non, et puis la trajectoire que nous avons pour la décennie à venir. Donc, face à ça, la question que je crois que les Hausaufgaben, donc les préconditions que la politique doit mettre en place, c'est premièrement, est-ce qu'il y a des modèles attrayants de voitures électriques? Ce problème-là, nous, à Luxembourg seuls,
on n'a pas de levier sur ça, mais ce levier, c'est la directive européenne CO2 et voitures qui a été renforcée il y a 3 ans et qui a forcé en fait les constructeurs automobiles à aller de l'avant sur les voitures électriques. Et je crois que si on compare le marché des nouvelles voitures il y a 5 ans avec aujourd'hui, il y a 5 ans, on avait quoi? On avait 8 ou 10 modèles tout au plus. Aujourd'hui, on a 150, 200 modèles et tous les constructeurs automobiles vont de l'avant. Donc ça c'était la première chose. La deuxième question, c'était la question importante, les batteries, est-ce qu'ils peuvent être recyclés? Comment est-ce qu'ils sont construits? Cette question-là, c'est une question à laquelle je suis personnellement très attaché. Et du temps où j'étais à Bruxelles au Parlement européen, j'ai fait pression sur la Commission européenne pour qu'il y ait une directive sur cela. Et cette directive allait arriver l'année dernière en septembre. Donc, toutes les voitures mises sur le marché en Europe doivent avoir des batteries qui sont à 100% recyclables et tous les constructeurs doivent renseigner où est-ce qu'ils ont acheté les minéraux qui sont dans les batteries. Donc, ce problème-là, il est largement résolu. Et l'autre problème sur les batteries, c'est qu'il faut savoir, les batteries des smartphones et ordinateurs étaient à 90% plus produites en Asie. Et donc, il y avait un énorme enjeu industriel. Et grâce à notre politique budget européen, Banque européenne d'investissement, on est dans la bonne situation. Maintenant, il y aura 10 à 15 méga factories en Europe, en Suède, en Allemagne, en Pologne, en France. Donc, je crois que sur les batteries, grâce aussi à un cadre politique européen, on a avancé. Et la troisième chose, c'est celle où je vais aller un peu plus en détail, c'est bien sûr, il faut des bornes. Et donc, il faut mettre en place les infrastructures. Le Luxembourg, et c'était déjà le mérite du dernier gouvernement, avait pris ça très au sérieux et avait été un des premiers pays à mettre en place sur tout le territoire, et pas seulement dans la capitale, mais sur tout le territoire, le réseau Chargy. Je vais y revenir un peu comment il est déployé. Moi, quand je suis revenu au gouvernement, et aussi parce que j'avais vu un peu ce qui se passait, notamment aux Pays-Bas, une de mes priorités, c'était de lancer avec le ministre François Bauge du Transport les supercharging parce qu'on avait un retard sur les charges rapides. Là, on fait un supercharging, une infrastructure de base, et ce qui est très important, en ce moment, on est en train de préparer un régime de subvention pour que les pétroliers peuvent aussi, comme dire, muter vers en fait être toujours des vendeurs de quelque chose qui va alimenter les voitures, mais aussi dans l'électrique. Donc, je vais vous expliquer à la fin quelle sera notre politique pour aussi avoir des investissements de privés, d'entreprises privées dans ce réseau de charges rapides. Après, il y a les subventions aux charges individuelles à la maison. Il faut savoir, c'est un programme qu'on a lancé l'année dernière. On a déjà plus que 1000 demandes, donc c'est quelque chose qui se déploie bien. Et dernière chose, et c'est ce qui est marqué là, pré-tubage des bâtiments et le règlement performance énergétique des bâtiments. Donc, on a renforcé les normes pour les nouveaux bâtiments et on en a profité pour imposer le pré-tubage, surtout dans les résidences avec plusieurs appartements, et aussi d'assurer que dans les nouvelles grands bâtiments, il y ait déjà dès le départ une intelligence sous forme d'une armoire qui peut gérer plusieurs dizaines de voitures électriques. Après, on a les primes, je vais y revenir, et la gestion de flotte. Et l'autre chose qui est important, la voiture fossile, c'est quelque chose qui est très dans les passions des gens, dans les habitudes des gens. Donc, c'est 80 années ou plus, 120 années de liberté. Donc, ce qui est très important, c'est de créer un consensus dans toute la société. Et c'est pour ça qu'on a lancé dernièrement Strombeweegt. Vous voyez le logo en haut, où on a vraiment tous les acteurs, la CIEL, les pétroliers, les constructeurs de voitures, tout le monde est là pour discuter avec nous comment créer un consensus autour de cette stratégie. Donc après, je vais aller un peu plus vite maintenant dans le détail. Donc les bornes de charge Chargy,
En fait, ils sont bien déployés, ils sont presque dans toutes les communes. Le point qui m'était aussi très important, c'est de garantir que l'électricité sur les bornes chargées, il est 100% énergie renouvelable garantie. Comment est-ce qu'on peut garantir cela? Mais par le fait qu'il y a un contrat, ce qu'on appelle un contrat long terme renouvelable, c'est de l'hydroélectricité et de l'éolien, les volumes consommés dans le réseau Chargy et Support Chargy sont un à un reliés à ce contrat. Donc ça c'est très très clair. Donc il n'y a pas le problème du charbon allemand. Ceux qui vont sur le réseau public luxembourgeois ont du 100% renouvelable. Donc ils sont un peu partout sur le pays. Les Chargy, ça c'est du 22 kW. Donc ça charge. C'est une vitesse disons moyenne et ce qu'on met en place depuis cette année, c'est le réseau Support Chargy. C'est 88 bornes déployées sur tout le pays, mais avec un point fort sur les aires de service, parce qu'ils sont particulièrement stratégiquement importants pour le Luxembourg. Et on a commencé le déploiement par une phase test, parce que quand on a un nouveau outil comme un supercharger, il y a toute l'informatique. Est-ce que les voitures le reconnaissent? Est-ce que le système de paiement est OK? Donc là, on va terminer la phase test et on va aller dans la phase réelle. Et en novembre, donc là sur le terrain, on déploie aussi les premières aires de service. Et surtout, l'année 2022 sera une année où on va déployer dans tout le pays. Parce que déjà le dernier gouvernement, mais aussi ce gouvernement fait ses efforts, donc nous sommes parmi les très bons élèves. Donc la Commission européenne a sorti cette statistique la semaine dernière. Donc les bornes publiques par 100 km de route. Et donc on voit que le Luxembourg est derrière les Pays-Bas le numéro 2. Et d'ailleurs loin devant, par exemple, d'un pays comme l'Allemagne et les autres. Donc à Luxembourg, nous avons fait notre travail. Moi, ce qui me préoccupe le plus, donc c'est d'un côté, comment est-ce qu'on peut maintenant faire venir les entreprises privées dans les support chargers et dans les chargeurs à Luxembourg. Mais ce qui me préoccupe aussi, c'est parce que les Luxembourgeois et les acteurs économiques à Luxembourg, ils vont beaucoup au-delà des frontières. Donc je me réjouis que la Commission européenne a décidé un règlement c'est un règlement qui oblige maintenant les États membres, tous les États membres, donc aussi nos pays voisins, d'aller beaucoup plus rapidement vers les charges publiques dans les 3-4 années à venir, à la fois sur les voitures individuelles, les camionnettes, mais aussi sur les camions. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le fait que vous êtes un peu avec les Pays-Bas dans le royaume de la bonne charge, en fait, et qu'autour il y avait un désert, cela va changer rapidement les 3-4 années à venir. Donc après les primes, je crois qu'aujourd'hui je ne vais pas aller dans le détail. 8 000 pour les voitures très efficientes, 3 000 pour celles qui consomment plus aussi au niveau électricité. Donc ça vous connaissez. Les wallbox, donc les différentes primes, bon, ça vous pouvez regarder sur nos slides, on a vraiment un bon retour, même si, par exemple, au niveau des syndics, il reste des difficultés. Vous savez qu'à Luxembourg, c'est très très lourd pour qu'un syndic décide quelque chose. D'ailleurs, on va changer les règles des majorités dans les syndics pour les bornes électriques et pour les rénovations de bâtiments, pour les rendre plus faciles. Et on a un dialogue très, très engagé avec la Fédération des syndics, parce que c'est des acteurs, pour nous, c'est des acteurs importants. Dernière chose, alors sur comment est-ce qu'on va, après avoir déployé par une volonté de politique publique, le réseau, comment est-ce qu'on va maintenant ouvrir aussi pour le privé? Donc, on est en train de négocier avec la Commission européenne une nouvelle aide financière
c'est un paquet de 40 millions qui est aussi dans notre paquet de relance Covid. Cette semaine, j'espère qu'on va clôturer grossièrement les négociations avec la Commission européenne. Il faut comprendre, dès qu'on donne une aide à des entreprises, on est sous le régime d'aide d'État qui est contrôlé par la DG Concurrence à Bruxelles. Et donc, j'ai pas le droit de donner quoi que ce soit comme aide tant que j'ai pas leur aval. Et donc, là, ça a mis entre février et j'espère demain, on a négocié pendant des mois pour comprendre quel est le cadre que l'Union européenne nous permet. Et donc le système qui va être mis en place dans les semaines à venir, et bien sûr on va maintenant qu'on connaît le cadre que l'Europe nous donne, et j'espère que demain, à partir de demain, ce sera le cas définitivement, on va pouvoir aussi discuter des détails. Donc il y aura un axe 1 qui est un axe des infrastructures accessibles au public. Donc moi je suis un supermarché, je garantis l'accessibilité, bon peut-être pas 24/24, mais je dirais pendant 12 ou 16 heures. Je mets de la charge moyenne ou des superchargers sur mon parking. Je reçois autant d'aides financières que les superchargers que le gouvernement a mis en place. Et ça, c'est très, très important parce que si on subventionnerait plus les superchargers de base, là, les 88, bien sûr, tout le monde irait sur charger sur ces bornes parce que ce serait moins cher que sur les bornes privées. Et donc, on créerait de la concurrence déloyale. Et donc, un des points qui m'était très important en fait dans cette approche, c'était vraiment de créer presque une compétition à égalité entre le réseau public mis en place par nous, mais à mon avis, il fallait avancer parce qu'il n'y avait pas encore de business case tant qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures électriques. Ça va changer maintenant et donc on aura maintenant aussi, j'espère, grâce à ce programme de subvention, beaucoup d'entreprises qui vont comme les supermarchés, ceux qui ont du parking, mais aussi, et ça c'est l'axe 2, les petites et moyennes entreprises qui vont peut-être aller sur leurs camionnettes, les mettre plus, et donc on va financer aussi une partie des infrastructures de recharge. Donc, avec cet instrument, j'espère que là, on va rester vraiment dans le peloton de tête et que, par exemple aussi, pour les opérateurs, les propriétaires et les gestionnaires des aires de service, on pourra maintenant créer un business case pour que les Total, les Shell, les Aral vont aussi, à partir de maintenant, nous aider à aller sur l'avenir qui est en fait la mobilité zéro carbone. Bon, et donc, initiative Stroombeweegt, si vous n'êtes pas encore membre de cette initiative, il suffit d'aller sur le site internet géré par MyEnergy et donc vous allez voir, on a 3 groupes de travail tout le monde peut rejoindre cette initiative pour qu'on ait un consensus dans la société, comment avancer sur l'électromobilité et aussi la mobilité hydrogène. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, merci. Alors, je suis un petit peu embarrassé parce que j'ai un ensemble déjà de questions ici que je vais pouvoir jeter à la poubelle parce que vous avez répondu à énormément déjà d'attentes. Félicitations pour l'annonce des interventions que vous prévoyez. Ça, c'est formidable. On a entendu, je vous le cache pas, avant ce webinaire, on a été un petit peu sonder le marché, sonder le terrain, pas mal de remarques, et entre autres sur le manque de subventions pour effectivement ces infrastructures de recharge. On reviendra certainement après la présentation de Monsieur Hoffmann, après la présentation du monde des pétroliers, on reviendra probablement vers Monsieur le ministre avec l'une ou l'autre question, mais une chose m'interpelle. Tout d'abord, vous parlez des PME, on ne parle pas des grosses entreprises. Est-ce qu'on a prévu une enveloppe pour ces grosses entreprises qui vont devoir probablement
installer ou voire modifier effectivement les installations présentes. Est-ce que le gouvernement a prévu quelque chose à ce niveau? Donc en fait, bon là, mon slide a disparu. Il y a deux canaux dans ce régime de subvention. Et donc, il y en a un pour des appels d'offres qui sont vraiment des grands nombres, et puis quelque chose de plus facile parce que on voulait pas mettre les petites PME qui ont moins de moyens de participer à des appels d'offres avec les grands. Juste encore une remarque. Je comprends que pour vous, à l'extérieur, vous dites, mais on ne sait pas, on nous montre rien. Mais le problème, c'est vraiment, il faut comprendre, les aides d'État en Europe, c'est un régime qui est très sophistiqué, qui est très, très rigoureux. Moi, si j'avais ouvert des discussions avec vous dans le détail, et après, je vais à Bruxelles et après c'est Bruxelles qui dit ça, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire. Je crois que ça aurait créé plus de frustration. Donc le plus important pour nous, c'était d'arriver avec la Commission européenne à un cadre dans lequel, et maintenant en fait on sait quel est ce cadre, et maintenant nous on a bien sûr nos idées. Mais maintenant, c'est le moment de se mettre à table et de discuter les détails pour vraiment faire un régime d'aide qui va dans votre sens. Tous les acteurs privés qui veulent investir dans les infrastructures de recherche et dans l'électromobilité, je suis le premier à les aider, à les applaudir pour aller dans ce sens. Monsieur le ministre, je vous propose de vous poser la question numéro 3. Quelle évolution pour le prix du kilowattheure au Luxembourg? Est-ce qu'on a une garantie de stabilité de l'électricité? On sait que c'est d'actualité pour l'instant, hein. Gaz, électricité, c'est compliqué. Est-ce que l'on a une garantie de prix à court, moyen et long terme? Bon, il y a pas de garantie de prix au centime près. Mais ce qui est relativement évident, c'est que contrairement à l'énorme volatilité des prix de gaz, de pétrole, l'électricité elle aura un prix, mais ce sera un prix qui sera assez stable. Même en ce moment où les prix d'électricité sur les marchés spot augmentent, il faut comprendre qu'il y a un lien entre plus le prix du marché spot est élevé, moins d'argent j'ai besoin de mettre dans le fonds de compensation qui rémunère les énergies renouvelables. Donc en fait, ça s'équilibre. Donc sur le prix du kilowattheure, ça moins. Donc le prix du kilowattheure sera quelque chose d'assez stable dans un monde énergétique très très volatile parce que le gaz et le pétrole sera pris entre le fait que à moyen long terme il n'y a plus d'avenir pour ces investissements et à court terme on en aura encore besoin. Donc on va probablement être dans un monde extrêmement volatile des prix d'énergie fossile, et par contre le prix de l'électricité sera assez stable et avec plus de renouvelables. Il faut comprendre, les renouvelables, ils ont une pression vers le bas à moyen et à long terme sur les prix de l'électricité. Et donc, sur ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà aujourd'hui, la voiture électrique part parce qu'elle a un rendement plus élevé par kilowattheure ou par kilomètre, elle est moins chère que l'essence et le diesel. Peut-être une primeur, je ne sais pas si ça se voit bien, si on peut montrer. Ça, c'est le nouvel affichage qui sera à partir de la semaine prochaine, probablement sur toutes les stations d'essence, et on voit les coûts par kilomètre des différents diesel, essence, et puis l'électricité. Surtout si je fais mon plein chez moi, ça est déjà aujourd'hui beaucoup moins cher. Et dans le monde de demain où l'énergie fossile sera soumise à des taxes CO2, cet équilibre il va rester. Donc la voiture électrique sera à coup sûr pas plus chère que le diesel et l'essence, et en tendance même moins chère.
Donc, Monsieur le Ministre, je pense que on l'a vu tout à l'heure, nous avons quelque part la production, la demande. D'un autre côté, il faut arriver à équilibrer tout ça. Je pense que le Luxembourg, si mes chiffres sont bons, produit à peu près 10% de l'électricité. Est-ce que le gouvernement luxembourgeois a une garantie d'approvisionnement à court terme, moyen et long terme d'électricité et si possible d'électricité verte, sachant que la demande va être de plus en plus importante et qu'à un moment donné, le réseau peut tomber par demande trop importante? Non, je crois pas que le réseau va tomber. Il faut savoir que le Luxembourg, mais aussi les pays autour, sont au niveau de ce qu'on appelle la sécurité d'approvisionnement dans les meilleurs du monde. Donc, aux États-Unis, on est beaucoup plus fiable dans notre réseau électrique que, par exemple, les États-Unis. Et c'est parce que les dernières années, il y a eu pas seulement d'énormes investissements dans la hardware, donc dans le cuivre, dans tous les câbles et autres, mais derrière, il y a des arrangements très détaillés sur les arrangements de marché, et il y a même une directive européenne qui nous oblige à avoir des mécanismes de solidarité entre les différents pays. Vous avez peut-être vu que dernièrement, j'ai signé un accord de coopération avec le Danemark. En fait, il faut comprendre que la mer du Nord, avec les très grandes éoliennes, et la Scandinavie seront les prochaines années vraiment des grands exportateurs d'électricité verte. Et donc, nous essayons de nous rapprocher d'eux. Et bien sûr, l'Allemagne, elle va sortir du nucléaire l'année prochaine. Elle va sortir du charbon plus tôt que 37. Vous avez vu hier la décision que l'Allemagne aura une Ampel avec les Verts. Donc, le charbon en Allemagne, je crois que c'est vraiment au plus tard en 2030. Et donc, nous serons en fait, et nous sommes principalement alimentés par l'Allemagne. Nous avons fait un choix volontiers de ne pas nous raccorder à Cattenom et au risque nucléaire français. La Belgique, qui est un pays auquel on ne voulait pas être trop raccordé, va probablement sortir du nucléaire, va faire beaucoup d'éolien en mer. Donc, il faut voir, et ça c'est quelque chose qu'on discute aussi avec Kreos, si la Belgique peut être une deuxième option. Mais il faut comprendre, nous sommes une petite île. Non, en fait, nous ne sommes pas une petite. Nous sommes le cœur, en fait, d'un système électrique qui est en train de basculer massivement vers les énergies renouvelables. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Le vrai problème de l'électromobilité pour les réseaux, c'est à quel instant, à quel moment est-ce qu'on tire sur le réseau, et de là, toute l'importance que nous donnons à la flexibilité et à l'intelligence dans le système. Et d'ailleurs, là, on parle de voitures, il y aura le camion électrique qui va venir, et donc il y a la question, est-ce qu'à côté des superchargers des camions, qui auront plus 350 kW, mais plutôt 1500 kW, est-ce que ça va s'accompagner avec des grands packs de batteries sur lieu? Donc ça, c'est tout ce qu'on est déjà en train de discuter aussi avec Kreos. Et peut-être un tout dernier mot, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on vient de créer un nouveau groupe de travail au sein du gouvernement sur la logistique et tout le secteur de la logistique et comment on peut l'accompagner dans la transition énergétique. Et ce groupe de travail, il va bien sûr aussi travailler quelle infrastructure de recharge pour les Arthur Welter et tous les autres grands, le Cargolux, Bettembourg, d'un côté, préparer l'arrivée des camions électriques, voire hydrogène aux aires de service, et aussi voir est-ce qu'il ne faudra pas faire comme l'Allemagne le fait déjà, aussi un programme de subvention pour aussi favoriser la mue du secteur logistique. Donc ça, c'est un autre chantier sur lequel on est en train de travailler. Monsieur le ministre, merci. Je ne doute pas un instant que d'autres questions vous seront posées avant la fin de ce webinaire, mais pour l'instant, je vous propose d'écouter le responsable architecture et environnement de BGL BNP Paribas, monsieur Michel Rauch, en tant que surtout client et souhaitant développer l'électromobilité au sein de son entreprise.
Michel Rauch, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Ceci d'autant plus que votre intervention se fait en différé, puisqu'elle a été enregistrée au préalable. Alors je rappelle que vous êtes responsable architecture, technique et environnement au sein de BGL BNP Paribas et que vous allez nous parler de la problématique d'installation des infrastructures de recharge de véhicules au sein d'une flotte d'entreprises. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à ce webinaire, même si je ne suis pas avec vous ce soir. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais répondre aux questions sur ce thème qui est très intéressant et très passionnant. Première question. Combien de collaborateurs BGL BNP Paribas disposent de véhicules électrifiés susceptibles d'être rechargés sur le lieu de travail? Alors il est très difficile de donner ce chiffre parce qu'on n'a pas de statistiques. Par contre, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une forte augmentation depuis 2019 de la consommation électrique liée à l'utilisation des bornes de rechargement de véhicules électriques. Et également, nous voyons que le nombre d'employés qui ont des leasings pour des véhicules électrifiés est en forte augmentation. Monsieur Rauch, combien de bornes de chargement sont mises à disposition de vos collaborateurs? En fait, le parking de notre bâtiment Oxygène, donc situé au Kirchberg, dispose de 72 emplacements avec des bornes de rechargement pour véhicules électriques. Il s'agit en fait de prises 220 monophasées, 16 ampères conventionnelles. Cette décision d'installer ces emplacements avait été prise entre 2013 et 2016 lors de la construction du bâtiment. C'était également dans le cadre de la triple certification environnementale, une des exigences qu'il fallait remplir. Et ça reflète, je dirais, au travers de cette certification environnementale, l'engagement de BNP Paribas envers le développement durable. Quel investissement BGL BNP Paribas envisage de faire dans les 5 prochaines années pour satisfaire la demande croissante que vous évoquez? En fait, les 72 emplacements ne permettent pas de recharger simultanément 72 véhicules. Il faut savoir que cette étude remonte au début des années 2010 et personne n'imaginait une pareille évolution en termes de nombre de véhicules électriques qui arriveraient dans notre parking. Donc de ce fait, maintenant nous étudions la possibilité d'installer des bornes intelligentes qui vont permettre ou qui devraient permettre de mieux gérer la charge disponible, la puissance disponible et la charge qu'on peut octroyer aux véhicules. Quels sont les défis pour déployer l'électromobilité comme souhaité par l'État, sachant que celle-ci souhaite atteindre 49% de véhicules électriques à l'horizon 2030? En fait, nos 72 bornes de rechargement pourraient constituer un petit laboratoire par rapport à ces thématiques. En tout cas, notre retour d'expérience, c'est que les bâtiments, les nouveaux bâtiments, que ce soit publics ou privés, doivent être correctement dimensionnés pour faire face à cet accroissement de besoins en électricité pour la recharge des véhicules électriques. On pourrait aussi imaginer que les conditions pour pouvoir recharger son véhicule évoluent et que ce soit conditionné par la puissance disponible sur le réseau électrique. L'électricité qui alimente vos prises provient-elle partiellement de sources de production renouvelables? Oui, et à 100% en fait. Depuis le 1er janvier 2008, donc bien avant que la première voiture électrique rentre dans un de nos parkings, nous avions déjà un contrat qui octroyait 100% d'électricité verte à tous les sites de BNP Paribas à Luxembourg. Monsieur Rauch, serait-il à votre avis possible de satisfaire la demande de la recharge sur le lieu de travail pour l'ensemble des collaborateurs? Non, malheureusement, on n'aura pas la possibilité. C'est techniquement impossible, nous n'avons pas la puissance disponible. Ce ne sera jamais qu'un complément finalement. Alors, merci à Monsieur Rauch d'avoir répondu à nos questions. Très vite, parce que le temps passe plus vite que prévu, mais une simple remarque, je ne sais pas qui pourra me répondre. J'ai relevé sur cette présentation quelques éléments. En 2008, BGL BNP Paribas, 100% d'électricité verte. Génial. Entre 2013 et 2016, 72 ou 72 points de recharge, mais des simples prises monophasées 16 ampères. Depuis 2019, augmentation des véhicules électriques
même en leasing. Monsieur Rauch fait le point. Aujourd'hui, impossibilité de charger simultanément 72 véhicules, donc simultanément. Et demain, impossibilité d'approvisionner l'ensemble des utilisateurs. Que pouvons-nous répondre aux remarques de monsieur Rauch? Donc moi, je crois qu'ils viennent de prendre la bonne décision, c'est de charger un expert, de voir comment ils vont mettre de l'intelligence dans leur borne. Donc, je crois qu'il y a deux options, c'est que ou bien tu fais un tableau qui connecte tous les 72 et tu crées l'intelligence dans le tableau, ou bien tu les remplaces par des bornes qui ont une intelligence dans la borne elle-même. Donc il y a les deux systèmes. Donc sur cette idée de est-ce qu'on peut alimenter tout le monde, il faut quand même avoir un peu en tête. Je crois que la voiture électrique, et c'est peut-être une question que M. Hoffman peut aussi répéter, en fait, quand j'ai une voiture fossile, j'ai tendance à la rouler jusqu'au bout. Donc, presque quand le clignotant rouge, il vient. Donc après, j'ai fait le plein de 60 ou 70 ou 80 litres, ou 40, 45, 50. La voiture électrique, c'est plutôt, et ça, toutes les expériences, ou on le sait du retour des gens qui ont des voitures électriques, en fait, ils font c'est comme si on faisait 3 litres ici, 5 litres là, 8 litres là. Donc, en fait, c'est très, très rare que la voiture électrique, elle doit être chargée complètement. Il faut aussi comprendre, à Luxembourg, moyenne kilométrage par jour, je crois que c'est 25 km pour les résidents. Bon, bien sûr, c'est un peu plus pour ceux qui viennent, les frontaliers. Et donc, en fait, la voiture électrique, c'est une autre façon de faire le plein. C'est pour ça que ça, il faut aussi intégrer. Merci, monsieur. Si je peux rajouter à ça, je crois qu'effectivement, pour les petits déplacements, ce sera probablement un autre type de recherche. Naturellement, pour les grands déplacements, je crois que les gens ne vont pas s'arrêter tous les jours ou toutes les heures pour faire une petite recherche. Donc là, ça restera toujours une grande recherche qu'il faudra faire assez rapidement. Ouais. Et bon, je crois que M. Rauch a soulevé des problèmes aussi d'infrastructure, mais il faut trouver des solutions à ça. Mais voilà, M. Hoffman, j'allais vous donner la parole. Vous l'avez prise, hein, M. Hoffman, qui est le président du groupement pétrolier luxembourgeois. Quelle est votre vision? Donc, si la présentation démarre, donc je présente juste un peu le groupement pétrolier. Je vais déjà commencer. Donc, c'est quand même un secteur assez important au niveau emploi. Donc, on emploie 3600 personnes ici au Luxembourg. Aussi au niveau des recettes de l'État, donc ça représente depuis des décennies, je crois, une stabilité dans les recettes de l'État de plus ou moins de 2 milliards d'euros. Il faut savoir aussi, la moitié du prix à la pompe, c'est pratiquement des taxes aujourd'hui. Donc, on a une carte aussi avec toutes les stations-service. Donc, on en a 235 ici au Luxembourg qui sont très bien réparties aussi près des populations résidentes et aussi sur les grands axes naturellement de transit, les autoroutes. Et on voit aussi sur les chiffres que le transport routier surtout pèse de façon importante dans la vente des carburants ici au Luxembourg. On voit aussi ici le plan sectoriel transport. Donc, le ministre l'a déjà mentionné tout au départ. Les ventes de produits pétroliers, ça représente plus ou moins 2/3 de la consommation finale d'énergie au Luxembourg. Et il a aussi déjà dit que on est un marché atypique dans ce sens-là, que le transport représente une ampleur tellement importante. Il a aussi donné quelques explications. Notre localisation géographique et aussi le nombre de frontaliers. Mais je crois qu'aussi, il faut soulever que c'est aussi un problème ou un résultat de la méthodologie. Comment est-ce qu'on attribue les émissions de CO2 aux différents pays, c'est-à-dire pour les produits pétroliers, c'est le pays où on fait donc la vente. Et c'est clair que la majorité des produits qu'on vend au niveau carburant fossile ici au Luxembourg ne sont pas consommés ici au Luxembourg. Et c'est aussi un levier assez facile, je dirais, pour l'État pour réduire ça si on délocalise toute la consommation ou la
consommation transit dans d'autres pays, mais il faut savoir aussi qu'on n'a rien fait pour le climat à ce sens-là, quoi. Bon, au niveau des objectifs de réduction, donc vous voyez, c'est 57% par rapport à 2005 et toujours 50% par rapport à 2019, donc c'est un défi majeur. Et à droite, donc, vous voyez aussi les différentes mesures sectorielles. Je crois qu'on est tous d'accord qu'il faut favoriser le transport en public. Aussi la mobilité active, je crois que ça a des bienfaits sur d'autres plans aussi. Promotion de l'électromobilité, je crois que c'est clair aussi maintenant au niveau des mesures ou des décisions politiques qui ont été prises. Décarbonisation du transport de marchandises, donc là, je crois que se pose quand même encore plus de questions. Je crois que pour la voiture particulière ou aussi les camionnettes, probablement on est assez, on a déjà une très bonne offre, et aussi au niveau technologique, je crois que là, on a déjà une bonne offre au niveau camion. Je suis peut-être pas encore aussi optimiste que le ministre. Donc là, il y a peut-être d'autres carburants qui sont plus aptes à apporter une amélioration tout de suite. Et donc, taxe CO2, je crois que ça, c'est clair aussi. Comme j'ai dit tantôt, depuis 2000, le prix du carburant à la pompe, c'est 50% de taxes. Et depuis 2004 aussi, chaque litre de carburant fossile, comme au Luxembourg, va dans un fonds. Il y a une contribution dans un fonds climatique, donc pour faire des projets donc au niveau du gouvernement, donc au niveau énergétique, quoi. Bon, je crois que, comme on a vu sur la carte, je crois que nous, comme secteur, on se voit quand même comme un partenaire privilégié et important pour les automobilistes de tous les niveaux. Donc, depuis des décennies, on les connaît très bien. On a aussi des endroits donc géographiques qui sont bien en concordance avec les flux de trafic. L'automobiliste nous fait aussi confiance. Je crois qu'il est rarement posé devant des problèmes qu'il n'y a pas de produit, par exemple. Donc, il est bien habitué à tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'on devrait être plus impliqué là-dedans. Bon, les groupes pétroliers aussi, je crois, dès l'accord de Paris, la très grande majorité des groupes pétroliers ont salué cet accord-là, et aussi sont en train de faire de leur mieux pour accompagner ce changement. Et l'électromobilité, comme dit, donc dans d'autres pays déjà, on est déjà très actifs comme groupe pour des installations de chargeurs rapides, mais aussi des chargeurs à faible charge. Et aussi ce qu'on voit de plus en plus maintenant, tous les groupes pétroliers se transforment en groupe de multi-énergie, fournisseurs multi-énergie. Donc tout ça, ça change rapidement, et aussi neutralité climatique à l'horizon 2050 ou plus tôt. Je crois que presque tous les groupes pétroliers souscrivent aussi à des politiques dans cette vue-là. Donc, je crois, comme déjà dit, la politique européenne est claire. Donc, là où on veut aller, mais comme j'ai dit tantôt, 50% moins de ventes, c'est un grand défi, et l'horizon 2030 est très proche. Hein, donc, ça, il faut être très conscient. Mais aussi, le dernier point, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a encore pour une longue durée beaucoup de voitures ou de camions et de camionnettes qui vont rouler à des énergies fossiles. Il y a un parc énorme dans le monde, et aussi naturellement au Luxembourg aussi, qui roule encore avec des moteurs comme ça. Et donc il faut aussi pas oublier de continuer à investir dans cette technologie pour améliorer l'efficience climatique, je dirais aussi, de ces produits-là. Donc il ne faut pas négliger les biocarburants, les bio-CNG, bio-LNG, l'hydrogène, etc. Et il faut savoir aussi que déjà aujourd'hui, vu aussi les obligations politiques, donc en 2020, au niveau des carburants fossiles, 10% étaient des énergies non fossiles qui étaient dans les carburants liquides, quoi, hein. Donc c'est aussi donc là aussi, il y a déjà une contribution quand même qui est faite depuis des années. Bon, voilà, encore une fois, donc les stations-service, vu leur positionnement géographique, sont vraiment très importants dans le maillon de l'infrastructure.
On a 7 stations-service autoroutières qui sont très importantes pour le transit. Les limites qu'on voit jusqu'à présent, c'est que si au niveau des contrats de concession sur ces stations autoroutières, il y a des freins pour nos groupes d'investir dans des énergies renouvelables parce qu'on est obligé de garder l'infrastructure actuelle, qu'on n'a pas le droit de changer celle-ci. Donc là, il faudra avoir des changements au niveau politique. Au niveau Chargy, donc, on a entendu des annonces maintenant du ministre qu'on ne connaissait pas. Donc, pour l'instant, le réseau Chargy public est effectivement au prix facturé au client final pour le kilowattheure. C'est une concurrence qui n'est pas déloyale, disons. Donc, ça ne reflète pas tous les coûts vraiment qui sont, surtout d'infrastructure, qui ne sont pas répercutés dans le prix de vente. Donc, ça, il faudra absolument changer si on veut avoir un support important du privé pour aller dans la même direction. Et au niveau réseau, je crois que là aussi, on se pose encore des questions. Est-ce qu'on aura assez de capacité dans le réseau pour mettre des transformateurs quand même assez importants sur des stations-service pour alimenter donc les voitures à vitesse acceptable pour le client. Je crois que c'est clair aussi que pour les stations-service, le seul futur qu'on voit, c'est effectivement des chargeurs à haute puissance parce que les clients ne vont pas rester ou ne veulent pas rester 1 heure pour faire une charge à nos stations. Et ça, c'est peut-être aussi un défaut un peu des emplacements publics. Je crois que là aussi, c'est pas nécessairement des endroits très attractifs. Donc, mais bon, ça, c'est quelque chose à voir. Et une question qui était posée dans l'intitulé du webinaire, donc c'est aujourd'hui difficilement envisageable comment l'afflux des touristes en saison touristique en été, on pourra ravitailler ce flux important de clients qui viennent quand même alors déjà des Pays-Bas, qui auront déjà consommé une bonne partie de leur batterie, disons, et voilà. Donc, mais il y a certainement encore des évolutions au niveau de la technologie qui sont en route. Mais bon, pour l'instant, c'est difficilement envisageable. Voilà, d'autres défis, donc c'est au niveau des autorisations aussi, on se heurte des fois à des problèmes aussi au niveau des plans d'aménagement général où il y a des communes qui interprètent ça comme si on veut mettre une borne électrique, il faut absolument enlever déjà une pompe fossile parce que sinon ce serait une augmentation de capacité et c'est clair qu'aujourd'hui une borne électrique n'est pas un investissement rentable pour les années à venir encore, donc je crois que là aussi il faudrait avoir des modifications, des changements à ce niveau-là. Les concessions, j'en ai déjà parlé. Puis les défis techniques, donc capacité de réseau locaux, donc là où on a des stations-service. Mais je crois aussi, et on le voit un peu partout, on n'a pas des ressources infinies, donc les ressources tant au niveau matériel, mais aussi main-d'œuvre, je crois que ça deviendra un grand problème. Est-ce qu'on aura assez de techniciens, électriciens, par exemple, pour installer toutes les bornes qu'on veut installer? Donc là aussi, je pense qu'il faut être très efficient dans le déploiement de l'infrastructure future. Et puis l'absence dans le cadre de support financier. Mais bon, là, le ministre a déjà donné des indications, donc que ça va probablement changer. Voilà, donc je crois que ce que nous, on a comme proposition vraiment, c'est de nous impliquer. Je crois qu'on est, si nous, on a sur nos installations une offre attractive et bien connue des consommateurs, je crois que ça leur donnera aussi de la confiance pour basculer peut-être d'un moteur fossile vers un moteur électrique. Et donc aussi, je crois vu le défi très important qui est devant nous, je crois qu'on doit avoir un effort de tous les acteurs dans ce domaine-là. Et donc c'est primordial qu'on devrait avoir des aides à l'investissement que monsieur le ministre a mentionné pour l'installation de bornes haute charge sur les stations-service.
Et pour les flottes aussi, je crois que là aussi, il faudrait peut-être commencer d'abord par les grandes flottes, essayer de trouver là des solutions, au lieu déjà maintenant d'aller dans les foyers individuels. C'est toute une question de ressources limitées. Bon, d'investir dans la capacité du réseau électrique, je crois que ça va de soi aussi. Les freins administratifs. Et bon, aussi des prix de marché qui devraient être pratiqués sur le réseau public. Et encore une fois aussi, donc le rappel, il faudrait aussi continuer à développer donc les moyens actuels de mobilité, donc les carburants fossiles, de les faire moins émetteurs de CO2, parce qu'on aura encore pendant beaucoup de temps beaucoup de voitures à moteur à combustion, quoi. Voilà. Monsieur Hoffmann, merci, très, très, très intéressant. Mais ça me permet de rebondir vers Monsieur le Ministre, parce que, encore une fois, je vais jeter mon petit papier. Monsieur le Ministre, vous l'avez dit vous-même, la concurrence déloyale, vous n'en voulez pas, hein, si j'ai bien compris. Donc, ça signifie, dans l'avenir, une collaboration plus importante entre le gouvernement et les pétroliers, de façon à pouvoir donner un petit peu la chance à tout le monde et niveler un petit peu ce niveau de prix. Ouais, je crois que sur l'électromobilité, on était un peu dans ce qu'on appelle le chicken and egg. Il n'y a pas beaucoup de voitures parce qu'il n'y a pas assez de charges et parce qu'il n'y a pas. Et donc, tu vois, personne ne bougeait. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait une action politique gouvernementale forte. C'est pour ça qu'on a mis en place le réseau Chargy, pour que partout dans le pays, on voit ça existe, la voiture électrique, parce que ça existe, la charge électrique. Après, maintenant, les superchargers, parce que pour moi, c'est clair, il n'y a pas tout le monde qui a un garage. Les gens, ils ont l'habitude d'aller, tu vois, je vais à ma station d'essence, c'est pratique, c'est 5-8 minutes, je fais encore une partie de mes courses. Donc, la charge rapide sera un dispositif important. Et donc, c'est clair que au départ, il fallait subventionner ça, et le système Chargy, il est subventionné à 100%. C'est toutes les consommations d'électricité qui assument, et je crois que c'était un bon choix. Maintenant, à un moment où, et c'est intéressant parce que je crois, M. Hoffmann, vous avez encore dit il y a 6 ou 8 mois qu'il n'y avait pas de business case. Et maintenant, je crois que le fait que l'Europe a pris une décision claire, ça fait aussi que pour Total, pour Shell, je suis un pétrolier aujourd'hui, maintenant je sais, j'existe encore demain si je deviens multi-énergie ou j'existe plus. Et donc, je crois que pour vous, petit opérateur, même si pour Luxembourg, vous êtes des opérateurs considérables, à l'intérieur d'un groupe qui ne voulait pas bouger, ça faisait pas de sens. Là, les groupes, ils bougent au top niveau, que ce soit les pétroliers, que ce soit les VW et autres. Et donc, on est dans une période différente, et c'est pour ça que maintenant, c'est aussi le moment de créer en fait une infrastructure qui est à pied d'égalité entre l'infrastructure publique et l'infrastructure privée. Et je me réjouis en fait de cette position aussi proactive du groupement pour dire, mais travaillons ensemble. Bon, sur les grandes aires de service, on a pris l'initiative, donc chaque aire de service aura 2 fois 6 superchargers qui seront là. Bien sûr, ils ne vont pas faire le fuel dans votre aire concessionnée, mais ils vont manger les sandwichs probablement de votre aire concessionnée. Donc, je crois que ce n'est pas noir et blanc dans notre coopération. Je crois que les chargeurs publics qu'on met en place ne nuisent pas à votre business. Et d'ailleurs, je crois que ce qui m'est important, c'est clair, nous sommes un pays qui a une certaine rentrée fiscale par ce business autour des stations-service. Et moi, je veux que
en fait, sur l'électromobilité, on ne perd pas complètement notre avantage qu'on avait. Et c'est pour ça que je veux qu'on avance rapidement. Et la deuxième chose, c'est qu'on a toujours à l'œil les prix dont nous voyons en Belgique, en France et en Allemagne. Et on essaye d'être pas avec des prix qui sont à notre désavantage. Et ça, je crois, c'est pour ça qu'il fallait bouger rapidement. Et là, c'est le moment maintenant de voir comment on peut joindre les forces entre le public et les privés pour déployer aussi du support charger privé, quoi. Monsieur le ministre, c'est avec grand plaisir qu'on vous a accueilli aujourd'hui parce que j'ai l'impression que vous êtes venu avec une manne de plein de bonnes choses. On ne s'y attendait pas. Donc des subventions, que ce soit pour les entreprises, une ouverture plus importante vers les pétroliers, je pense. Je vous ai vu prendre plein de notes, donc il faudra simplement ne pas oublier de faciliter les autorisations pour les pétroliers, pour l'installation des bornes. Je pense que c'était encore un élément. Mais le problème des autorisations, il est aussi réel pour les bornes publiques. On travaille bien avec le ministère de l'Environnement, mais aussi avec le ministère des Ponts et Chaussées pour les autorisations de voirie. Et c'est clair que nous devons aller vite. Et donc, il faudra aussi que derrière les autorisations suivent dans le respect, bien sûr, de la protection de la biodiversité, de l'environnement. Alors, Antonio, le monsieur mobilité de l'ACL, si je reprends un petit peu ce que j'ai entendu aujourd'hui, les entreprises veulent, le gouvernement veut, les constructeurs veulent, les pétroliers veulent. La pression du gouvernement, mais comme l'a précisé monsieur le ministre, de l'Europe avant tout, cette pression est importante. Le retard, en termes d'installation d'infrastructures, en termes d'installation de bornes de recharge est aussi important. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'effectivement, il est temps de faire bouger les choses parce que c'est un grand défi qu'on a devant soi. Je pense que le timing, la direction dans laquelle on voit, elle est logique. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le timing est raisonnable ? Ça, c'est l'autre question importante. Et je vais enchaîner sur la présentation parce que je pense qu'on est déjà en retard. Oui. Je vous demanderai de peut-être... Voilà, je vais essayer d'expédier. Alors, toujours en donnant un maximum d'informations. Avant de faire la synthèse à la conclusion, je vais vite aller par deux exemples qui reflètent la réalité du terrain. C'est ce que nous, on a toujours à cœur à l'ACL, c'est de voir comment ça se passe sur place. Je prends le premier cas qui est celui de l'ACL. Donc, on a une installation électrique qui est répartie sur 2 bâtiments, triphasés, 160 ampères d'un côté, 40 de l'autre. On a installé 3 bornes. Ce sont des bornes 11 kW. Pourquoi 11 kW ? Parce que les bâtiments ne permettent pas plus. On voulait installer des bornes rapides. C'était pas possible à moins de faire des travaux très importants qui étaient très coûteux. Donc, on a dit on va attendre pour le moment. De ces 3 bornes-là, il y en a une qui peut fonctionner à pleine puissance. Les 2 autres, malheureusement pas, parce que le bâtiment n'a pas la puissance. Donc, les 2 autres bornes qu'on a, elles tournent comme de simples prises Schuko. Par contre, il y a la possibilité de faire du load management, ce qu'on veut faire, mais on attend depuis 2 ans pour que l'entreprise nous l'installe. C'est bien dommage. Alors, je vais passer en revue vite fait la flotte de l'ACL pour, bien entendu, venir à une hypothèse d'électrification. On a 3 grands, pions dans cette flotte. On a le premier qui est le service routier avec une quarantaine de véhicules. Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec 1,5 million de kilomètres chaque année. On a les véhicules de remplacement et de location qui sont du club mobile, 186 véhicules de tout type. 3,7 millions de kilomètres chaque année. Et puis, on a les véhicules des employés, c'est-à-dire 180 véhicules. On a fait un sondage, on est à 2,3 millions de kilomètres par an. Alors, l'hypothèse maintenant, c'est qu'est-ce qui se passerait si on électrifiait l'ACL, ou en tout cas l'entièreté du parc roulant de l'ACL à 100%. Vous voyez ce graphe, là c'est la consommation actuelle. Bon, j'ai mis 2019 parce que 2020 était plus bas. Si je rajoute les employés, donc leur propre véhicule privé, c'est la courbe jaune. Je rajoute encore le club mobile, donc les véhicules de remplacement et de location. Et finalement, je vais rajouter les véhicules d'intervention. Alors pourquoi ces pointes ? Donc ce graphe-là vous montre la demande d'énergie pendant la journée. Pourquoi les pointes ? Parce qu'on travaille en shift, en pause. Et donc, on a ces véhicules qui rentrent et qui doivent se charger très vite. Bon, là, j'ai encore été gentil, j'ai mis 1 heure. En fait, opérationnellement, il faudrait que ce soit moins.
Et au final, on se rend compte qu'on a des demandes de puissance qui sont énormes par rapport à la courbe bleue du bas, qui est celle de la consommation d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est assez important de se rendre compte. On en a parlé. Ce sont les pointes de puissance qui sont vraiment prépondérantes et auxquelles il faudra répondre d'une façon ou d'une autre. Alors, juste vite fait, ici, on pourrait répondre à cette demande de pointe si on utilisait des carburants liquides décarbonés, comme le HVO, puisque tous les véhicules d'intervention sont diesel, et on pourrait à la fois être plus écologique et ne pas mettre de charge énorme sur le réseau. Donc, je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut penser pour certaines applications, bien entendu, véhicules utilitaires et autres. Alors, encore un dernier tableau pour vous montrer la puissance que ça représente. Donc, si on additionne le tout bâtiment et les véhicules électriques, on est à 2864 mégawattheures, ce qui correspond, d'après la simulation de Kreos, à un rapport de 1 sur 384 par rapport à l'énergie supplémentaire pour les véhicules électriques estimés en 2040. Donc, c'est pas rien. Si on regarde les pointes, là, on est un peu mieux au niveau des pointes. Alors, un autre cas pratique, très vite, on a fait une étude très simple sur l'aire de Berchem. 1 million de véhicules par an, 165 000 camions par an, environ 100 millions de litres donc consommés chaque année. Alors, ce million de véhicules par an, ça correspond à 114 voitures-heure si on lisse tout parfaitement, ce qui est loin d'être le cas en cas de départ en vacances, jour, nuit, etc. On se rend compte qu'avec 20 pompes aujourd'hui, on remplit sans problème cette demande parce qu'on peut faire le plein en 5 minutes, donc il n'y a pas de souci. Si on déclinait ça en version électrique, j'ai pris une voiture classique, 70 kWh de batterie, j'ai pris volontairement 100 kWh de chargeur embarqué. Pourquoi ? Parce que si je prends plus, eh bien, on va surcharger encore le réseau, donc on va rester raisonnable à ce niveau-là. Donc j'accélère moi aussi et en fait on se rend compte que le temps de recharge il est bien plus important que celui d'une voiture thermique. Donc il faut compenser ce temps de charge par plus de bornes disponibles. On a fait un petit calcul en faisant trois hypothèses, 20, 40 et 60% de véhicules électriques qui iraient à cette pompe. Eh bien, ça voudrait dire 46 bornes haute puissance pour pouvoir alimenter ces 60% de véhicules électriques. Au niveau puissance, ça représenterait 33,6 gigawattheures par an, ce qui est énorme. Ça représente 1/33e de ce que Kreos estime pour 2040. Et la pointe, elle est à 3,9 mégawattheures, ce qui représente environ un 500e. Donc, je répète encore, ces calculs sont idéaux, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des rendements de charge, on ne tient pas compte du fait que les véhicules sont répartis de façon uniforme. Bon, je vais passer les détails sur les camions. On a fait le même exercice sur les camions. Et si on additionne le tout, eh bien, si on a 30% de camions et 60% de voitures, ça représente ça. Donc, annuellement, ça représenterait 53 gigawattheures de puissance. C'est pratiquement un centième de la consommation nationale d'aujourd'hui. Donc, ces informations-là sont juste des chiffres pour qu'on se les ait en tête et se dire, voilà, pour vous donner l'importance du défi qui est devant nous. Alors, j'arrive vite à la synthèse. Bon, la plupart des choses ont déjà été dites. Donc, effectivement, le réseau de bornes publiques est assez bien fourni au niveau des bornes chargées, donc les bornes AC. Les DC, les superchargées, ben, il en faudrait plus, comme on l'a dit, notamment via l'ouverture via les sociétés privées. Alors, les primes pour l'électromobilité, les primes existantes, on se demande si elles vont être prolongées ou pas. Et on trouve que l'avant-projet pour l'installation, pour l'aide à l'installation est une très bonne nouvelle pour donc à la fois les entreprises et les bornes privées sur la place publique. Un autre point qu'on a déjà traité, c'est le coût de l'électricité. Je voudrais juste poser une petite question ici, c'est de savoir quid de l'impact des pertes des axes sur les carburants fossiles. Comment est-ce que ça va influencer le prix du kilowattheure ? Sachant que ça correspond à peu près à 1 milliard, plus les taxes CO2. Hein, voilà. Alors,
d'après ce qu'on a vu au niveau de la BGL, l'intervention de la BGL et de ce que nous, on a vu avec notre petite simulation, à l'heure actuelle, il est évidemment impossible de subvenir à la demande d'électrification s'il était aussi forte. Bon, on a 10 ans pour y arriver, mais il va falloir y aller. Et cette mise à niveau des installations, elle est critique par rapport au timing, mais aussi critique par rapport au prix. Alors, bon, qui doit en supporter les coûts? On a déjà des informations intéressantes qui ont été fournies par Monsieur le ministre. Et alors, il faut vraiment mettre le doigt sur le fait, comme on l'a déjà dit, que les pointes de puissance sont vraiment primordiales. Va falloir savoir les gérer. Et en tenant compte de data du terrain. Et la gestion de ces points de puissance, elle peut se faire via du load management, bien évidemment, mais peut-être aussi via des réservoirs tampons. Comme on a mentionné, les véhicules électriques pourront correspondre à ce genre de réservoir, mais encore une fois, là, ça va être une question de management du timing, de quand, qui charge et qui fournit son énergie. Alors, encore un petit point qui concerne les énergies renouvelables qui sont proposées pour combler la consommation d'électromobilité, en tout cas dans le scénario proposé par Kreos. Personnellement, je trouve que ce n'est pas une solution très robuste dans la mesure où ce sont des énergies intermittentes. Donc, dans ce cas-là, il faudra avoir des réservoirs tampons pour les jours où il n'y a pas de vent, les jours où il n'y a pas de soleil, parce que quand la demande est là, on ne va pas s'arrêter. C'était une question que j'ai vue tout à l'heure. Est-ce que Kreos travaille sur l'élaboration de systèmes de stockage de l'électricité ou pas? Peut-être Monsieur Peters. Ce n'est pas la tâche du gestionnaire de réseau de mettre à disposition du stockage. Okay. Notre tâche, c'est de l'intégrer dans notre réseau, mais pas la mise à disposition du stockage. Donc en fait, sur le stockage, on va finaliser un programme de 150, de 500 batteries pour Luxembourg, accompagné de façon avec un monitoring scientifique pour bien comprendre où est-ce que les batteries font sens. Est-ce que c'est important de les mettre dans la cave avec chaque photovoltaïque? Est-ce que c'est important de les mettre, c'est pas dans les grands bâtiments de bureaux, justement pour créer l'équilibre? J'ai du panneau photovoltaïque sur mon bâtiment, j'ai de l'électromobilité dans ma cave, est-ce que je crée un réservoir sous forme de batterie? Et l'autre option, et c'est pour ça qu'on va discuter ça aussi avec Kreos, c'est est-ce que c'est pas plus important de mettre des grands containers de batteries au point névralgique de notre réseau? Et pour moi, c'est relativement évident, et merci beaucoup pour ces calculs, ce R de Berchem, parce que moi, mon analyse, c'est que R de Berchem, R de Kapelle, Wasserbillig, en fait, il faut maintenant creuser quelle infrastructure électrique, et donc moi je crois qu'il faut les relier à la très haute tension et il faut le combiner avec des batteries pour justement absorber ces pointes. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait faire un petit exercice. Vous dites que si les camions et tout ça, les voitures à air de Berchem, que ça va représenter 1% de la demande d'électricité. Mais moi je crois que déjà aujourd'hui, en demande de fuel, R de Berchem représente probablement 1% de notre demande d'énergie. Donc, en fait, et ça c'est très important de comprendre, on va remplacer les molécules fossiles par une bonne partie d'efficience, parce que la voiture électrique et le camion électrique, ils vont être 3 à 5 fois plus efficients que le camion fossile, que la voiture électrique. Donc, efficience énergétique va diminuer beaucoup la demande spécifique. Et derrière, on va aller vers l'électricité et l'hydrogène, on y travaille. J'ai présenté notre stratégie nationale hydrogène la semaine dernière. C'est clair que le Luxembourg va pas être à même de produire énormément d'hydrogène vert, donc on sera un pays importateur, d'où aussi de travailler, c'est une de mes priorités, de travailler avec la Belgique et les Pays-Bas pour nous connecter à Anvers, à Rotterdam, pour avoir accès à l'hydrogène vert. Et sur les biocarburants, ça a été mentionné, il faut savoir que nous avons déjà une politique très ambitieuse aussi en ce matière, surtout sur les biocarburants de deuxième génération. Et en ce moment, se fait un projet que j'observe avec beaucoup de plaisir, c'est que Paul Wurth, qui a racheté une start-up allemande sur les électrolyseurs de très haute efficience, donc c'est des électrolyseurs avec des céramiques. Il est en train d'avoir un contrat avec Neste pour produire dans le port de Rotterdam des HVO
les HVO, donc qui sont des biocarburants de deuxième génération qui n'interfèrent pas avec la chaîne alimentaire. Donc ces HVO aujourd'hui, ils sont produits à partir d'hydrogène fossile, et grâce à une entreprise luxembourgeoise, Paul Wurth, on aura dans le port de Rotterdam bientôt un HVO hydrogène vert, avec un meilleur bilan carbone sur le produit. Et mon idée, c'est aussi que je crois que ce serait bien vu si cet HVO serait aussi disponible chez Monsieur Hoffmann et d'autres stations-service. Et comme ça aussi, vous avez raison, l'électromobilité, c'est une réponse. Mais il y aura des biocarburants pendant un certain moment. Sur les e-fuels, il y aura des e-fuels, mais je crois qu'il faut être réaliste. Les e-fuels, ils ont une efficience d'un 7e, d'un 8e de l'électromobilité. Ils sont beaucoup moins efficients que l'hydrogène, et donc ça va être réservé, à mon avis, à Cargolux et aux grands bateaux. Je vois pas vraiment aussi le rationnel économique et financier d'avoir un Arthur Welt ou d'autres camionneurs à Luxembourg rouler au e-fuels, parce que c'est très 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 cher. Hein. Donc, mais merci beaucoup pour vos calculs détaillés, et sur votre cas ACL à Bertrange, nous avons un problème sur le financement des transformateurs. Et j'ai le même problème sur le photovoltaïque. Il y a des gens qui m'écrivent, qui disent là, je voulais faire du photovoltaïque, mais Creos m'oblige d'avoir un transformateur et moi, je dois le payer. Et c'est plusieurs centaines, c'est plusieurs dizaines, voire c'est très très cher. Et donc, nous devons repenser notre façon de financer les transformateurs pour le solaire et pour l'électromobilité. Et j'ai des idées, et j'espère que d'ici le début de l'année prochaine, on aura une solution aussi pour ça. Non, j'en prie. Je voulais justement dire que par rapport à ce que vous venez de dire au niveau du HVO, c'est quelque chose qui nous intéresse. D'ailleurs, on voulait vous en parler, donc c'est parfait. Parce qu'effectivement, je pense que pour ces applications-là, c'est une solution transitoire idéale. Oui. Alors, je propose de vous donner le mot de la fin à chacun, à tour de rôle. Donc, mais allons très vite, parce que s'il y a une chose qui nous manque aujourd'hui, c'est le temps. On a largement dépassé. C'est que le débat était constructif surtout. Donc, ça méritait d'être dépassé. Monsieur le ministre, rapidement, le mot de la fin de ce webinaire. Moi, je me réjouis beaucoup de cette initiative par l'ACL, et je compte sur la compétence et le retour du terrain de l'ACL pour nous aider à avancer. Monsieur Hoffmann, je crois que c'est vraiment le moment, avec les pétroliers qui vont se muter en multi-énergie, je crois qu'on va pouvoir bien travailler ensemble. Et Creos, c'est peut-être le brand ou la société la plus importante du Luxembourg pour la transition énergétique, parce que la transition énergétique, c'est surtout une transition électrique. Donc, des gens comme M. Peters, ça c'est vraiment le corps, ça c'est le cœur de notre système, et je suis très très content qu'on ait un Creos et d'autres opérateurs de distribution qui sont des gens qui sont très motivés et très compétents, et avec lesquels on est à la pointe en Europe. Monsieur le ministre, merci. Monsieur Peters. Bon, je ne peux que répéter mon fin mot de la présentation, que nous avons besoin d'une électromobilité forte pour réussir la transition énergétique. Merci beaucoup, Monsieur Hoffmann. Monsieur Hoffmann repart satisfait, à mon avis. On a il y a eu des belles avancées de la part de Monsieur le ministre aujourd'hui. Oui, je crois que il y a des bonnes annonces, mais aussi je crois qu'on parle. C'est un problème technique surtout. Je crois qu'il faut résoudre. Et c'est bien d'avoir des visions aussi et des ambitions fortes, mais l'horizon de temps 2030, c'est très court, et on connaît la lourdeur des autorisations et autres ici au Luxembourg. Donc, je vois mal comment on va arriver à réaliser ce défi, mais surtout important, je crois que au plus vite, il faut se mettre autour d'une table avec nous aussi et avec tous les acteurs pour avancer ensemble, et il faut accepter aussi des solutions
transitoire. On ne peut pas seulement favoriser toute électricité verte dans toutes les formes et énergies qui sont dans la mobilité aujourd'hui, parce que sinon on ne va pas y arriver. Il faut donc préparer le terrain et au fur et à mesure que les énergies renouvelables arrivent en quantité suffisante, on fait alors le switch vers l'électricité verte et aussi par les biocarburants complètement verts, etc. Parce que je suis longtemps dans le secteur. Déjà en 2000, on parlait de biocarburants de deuxième génération, troisième génération. Aujourd'hui, c'est encore difficile d'avoir des biocarburants de deuxième génération. Il y a beaucoup de prototypes qui ont déjà été annoncés avec de gros fracas et il y a aujourd'hui encore pas vraiment une réalisation industrielle. Et ça, c'est ça qu'on a besoin ici, de passer à l'échelle industrielle, que tous les acteurs puissent avancer dans la même direction. Merci, M. Hoffman. Antonio, le mot de la fin? Le mot de la fin, pour moi, ce serait soyons ambitieux, mais réalistes, c'est-à-dire en tenant compte de la réalité du terrain et en travaillant ensemble pour arriver à une solution qui fera en sorte qu'il n'y aura pas de perdants dans cette transition, qu'il n'y aura pas de contraintes mises sur soit une industrie, soit sur la personne qui habite en appartement ou ailleurs à la campagne. Il doit pouvoir se déplacer aussi librement qu'aujourd'hui. C'est notre rôle. Alors, je tiens à vous remercier tous pour votre participation. Nous nous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire. Alors, un prochain webinaire, le Covid en décidera peut-être autrement. On aura peut-être la chance de se retrouver en présentiel. Si vous êtes gestionnaire de flotte, le remerciement vient de l'ACL, mais en particulier de la Fleet Association for Mobility. Alors, vous êtes gestionnaire de la flotte de votre entreprise et vous souhaitez venir nous rejoindre, aucun problème. Il vous suffit simplement de nous envoyer un petit mail à fleet@acl.lu. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup.